une boîte de nuit. Le lecteur, je veux dire le vrai lecteur, est presque toujours un ami. Il est allé choisir le livre, il l'a emporté sous son bras et il l'a invité chez lui. Il va le lire en silence, installé dans le coin qu'il aime, entouré de son décor familier. Il va le lire seul et ne supportera pas qu'une autre personne vienne lire par-dessus son épaule. Il est sans doute en robe de chambre, en pyjama, sa pipe à la main, sa bonne foi est entière. Cela ne veut pas dire qu'il aimera ce livre. Il va peut-être à la 30e page hausser les épaules, il va peut-être dire avec humeur « mais je me demande pourquoi on imprime de pareilles sottises ». Mais l'auteur ne sera pas là et il n'en saura jamais rien. Sa famille et quelques amis fidèles auront tendu devant ses yeux un rideau d'éloges qui tempère la chaleur du four. Enfin, le succès d'un ouvrage de théâtre est clairement mesurable par le chiffre des recettes que contrôle chaque soir un comptable de l'assistance publique et par le nombre des représentations. Il serait tout à fait vain d'offrir une fête de 100e au soir de la 30e, tandis qu'un éditeur complice peut égayer une catastrophe romanesque en imprimant 15e mille sur les couvertures du 3e et dernier. Ainsi, quoique le grand succès d'un livre ait autant de mérite que celui d'une pièce, le four du prosateur est moins cruel. Ce sont ces considérations peu honorables, mais rassurantes, qui m'ont décidé à publier cet ouvrage qui n'a au surplus que peu de prétention. Ce n'est qu'un témoignage sur une époque disparue et une petite chanson de piété filiale qui passera peut-être aujourd'hui pour une grande nouveauté. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roches bleues, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvaune. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent, au fond de la nuit, briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ces légions des Gaules venaient d'égorger, dans la plaine d'Aix, les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le 5e enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il ? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des l'Espagnol, puis des Spagnols. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de l'Ouvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entouré de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela l'Ourousti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille.
Il était petit. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.